Alors, je passe maintenant à la partie 2, donc la structure du cahier. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu l'intérieur du cahier SNT, on a repris le fonctionnement par thème et notamment le découpage en séquences, ce qui veut dire que parfois, par exemple, vous voyez le thème A ici, représentation des données, eh bien, il est partagé en deux séquences, séquence 1 et séquence 2. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que le thème aurait été trop long à traiter. Et que donc, un thème long à traiter, c'est un thème qu'on met 4, 5, 6 semaines. Et on sait que ça provoque de l'ennui chez l'élève. Et on veut à tout prix rompre cette monotonie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons scindé ces différents thèmes qui sont au nombre de 7, A, B, C, D, E, F, G, en 10 séquences numérotées de 1 à 10. Vous les avez ici. Donc, type et valeur de base, séquence 1 et 2. Les types construits, c'est une séquence unique. Traitement des données en table, séquence 4 unique. Interaction entre l'homme et la machine sur le web, séquence unique, séquence 5. Architecture matérielle et système d'exploitation, bien là, nous avons partagé séquence 6 qui est plutôt architecture de von Neumann et système d'exploitation, et la séquence 7 qui s'occupe de tout ce qui est réseau et interface homme-machine. Séquence thème F, pardon, c'est la séquence 8, langage et programmation, et un thème G qui est relégué ici en fin de cahier, mais tout simplement parce que nous avons souhaité suivre le déroulé exact du bulletin officiel afin que ce soit plus facile pour les enseignants de s'y retrouver. Et donc, cette partie algorithmique qui vient à la fin, mais qui est absolument très importante, c'est la fameuse algorithmique en tant que science science de l'algorithme qui est divisée en deux parties, une séquence 9 qui est plutôt accessible et la séquence 10 avec tout ce qui est dichotomie, recherche dichotomie dans un tableau trié, algorithme KNN et algorithme glouton. Voilà un petit peu l'apothéose quelque part de cette année de NSI en classe de première. Donc, ce qui est important de dire ici, c'est que vraiment toutes les capacités attendues du BO, on les retrouve toutes dans les activités. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Une activité ne sera pas traitée dans le dernier exercice d'une séquence. Non, ça n'existe pas dans le cahier. Toutes les compétences officielles sont abordées dans les activités. La structure. Donc la structure du cahier, la structure de chaque séquence. Donc chaque séquence est basée sur la même structure. Donc il y aura toujours une page d'ouverture avec le QCM diagnostic, une page d'histoire des sciences, les pages d'activité, puis nous aurons le cours, puis nous aurons les exercices. Une fois que les exercices auront été faits, l'élève sera à même de se tester avec un QCM qui n'est pas un QCM officiel, mais qui est un QCM dans l'esprit des QCM officiels des évaluations communes. Et finalement, une dernière page dans chaque séquence qui va donc une page pour préparer la terminale avec deux mini-projets que nous proposons et également une préparation donc au grand oral de terminale avec une question où l'élève doit proposer une argumentation et bien sûr cette argumentation doit s'appuyer sur toutes les notions qui ont été découvertes pendant la séquence. Voilà. On trouvera également dans le cahier deux pages sur les bases du langage de Python. Donc ça, c'est vraiment deux pages, un petit mémo, un pense-bête pour retrouver rapidement une petite fonction Python ou une petite instruction Python que l'élève aurait pu oublier au cours de l'année. À la fin du cahier, c'est très important, ce sont les fameuses pages qui permettent de gérer le projet. En effet, je vous rappelle qu'en NSI, un quart de l'année, soit 25% du temps, devrait être consacré donc à la gestion d'un projet. Et donc, nous avons imaginé 10 pages en fin de cahier qui permettent à l'élève de gérer son projet de NSI sereinement avec des étapes qu'il faut franchir de 1 à 10. J'ai envie de dire, et qui met l'élève un petit peu sur la route de l'autonomie. Parce que notre objectif, c'est d'amener l'élève à être autonome. On sait ce que c'est pour un enseignant d'encadrer comme ça de multiples projets. C'est extrêmement difficile. Et on a essayé de bâtir cette séquence de projets donc à la fin du cahier
pour que l'élève soit autonome et que finalement l'enseignant exploite complètement son rôle de guide, son rôle d'accompagnateur, pardon. Et oui, ce n'est pas à l'enseignant de faire le projet des élèves. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de retranscrire dans ces pages projet. Bon, là, je vais passer un petit peu plus vite sur les… Je vais quand même vous présenter ces différentes pages assez rapidement parce que vous allez certainement, si ce n'est pas déjà le cas, recevoir les spécimens dans votre casier. Je sais que les premiers lycées ont déjà reçu les spécimens, donc peut-être que vous l'avez dans les mains. Et je vous laisse bien sûr le soin de feuilleter. J'en profite afin de ne pas oublier que si vous avez des questions demain, après-demain, vous pouvez envoyer un mail donc à l'adresse contact@cahier-nsi.fr et là, nous pourrons directement vous répondre. Alors, la page d'introduction, vous avez la page qui est à droite ici. Donc, cette page d'introduction, on va retrouver une photo qui pourra être un élément déclencheur, peut-être l'occasion d'introduire le sujet. On retrouve une ou deux anecdotes, des anecdotes qui sont bien sûr en lien avec la séquence. Et puis en bas, on a repris quelque chose qu'on trouvait déjà dans le cahier SNT, qui était la petite frise historique. Pour avoir quelques repères, je crois que c'est toujours bon de faire un petit peu d'épistémologie, c'est-à-dire de se poser, de répondre à la question finalement d'où ça vient, hein, pourquoi on fait de l'algorithmique. Je vous présente la séquence 9 puisque c'est la séquence de démonstration que vous pourrez retrouver sur les différents sites web. Donc ça, c'est la page d'intro. La page qui fait face à la page d'intro, c'est la page d'histoire. Alors, cette page d'histoire, donc, il y a une page d'histoire par séquence, puisqu'il y a 10 séquences, il y a donc 10 pages d'histoire. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport au cahier de seconde, puisque nous devons aborder l'histoire des sciences en NSI, mais comme vous l'avez remarqué, si vous êtes enseignant de NSI déjà, eh bien vous savez qu'il n'y a pas d'évaluation sur ça. Mais il est néanmoins écrit dans le programme officiel que nous devons faire de l'histoire. Alors, quoi de mieux qu'une page d'histoire qui va finalement refaire de l'histoire, mais c'est jamais ennuyeux. On a essayé de faire des dates, on a essayé de mettre des images, on a essayé, mais on y est, je pense, je l'espère, parvenu, avec à chaque fois 2-3 questions en bas de page, des questions qui sont faciles, dont les réponses sont très souvent dans le texte qui est juste au-dessus. Donc, un questionnement, s'interroger, typiquement une séance d'histoire des sciences, une petite activité d'histoire des sciences va être faite en 15 à 20 minutes. Il est même possible de la donner à faire à la maison et de se contenter de corriger ces 3 questions d'histoire des sciences au début d'un cours. Ça fait une très bonne introduction et ça permet de traiter le programme officiel et surtout de ne pas passer 1 heure en classe entière à faire de l'histoire. Donc, quelque chose qui est intéressant, quelque chose que nous avons voulu léger, toujours facile à découvrir, facile à lire et facile à comprendre. Bien sûr, en gras, je l'ai bien écrit en gras, le contenu de ces pages fait partie du programme. Évidemment que ce ne sont pas des pages d'histoire pour dire nous faisons de l'histoire. Non, nous vous proposons d'aborder dans ces pages d'histoire des éléments qui sont explicitement au programme de NSI. Ça veut dire que quand vous commencez à faire l'histoire des sciences avec vos élèves, eh bien, quelque part, vous avez déjà commencé à travailler la séquence avec vos élèves. Alors, voilà. D'ailleurs, je vais vous faire un bref survol de ces pages d'histoire. Alors, dans la première page, première séquence, nous parlerons de comptage numérique et nous reverrons un petit peu la numération de position qui a été introduite par les Babyloniens. Deuxième séquence, nous parlerons d'encodage des caractères avec le fameux code ASCII, la norme ISO 8859-1 qu'on appelle latin 1, l'Unicode. Également, nous parlerons d'UTF-8. Troisième séquence, nous parlerons du langage Python, car on ne pouvait pas ne pas parler de Guido van Rossum, le développeur donc de Python, et de quelque part, parler un petit peu des spécificités du langage Python. Ensuite, nous aborderons en séquence 4 l'histoire des bases de données, d'où ça vient, à quoi ça sert, à quoi servaient les premières bases de données. Séquence 5, nous parlerons de l'histoire du web. Ça, c'est pour faire référence au thème qui s'appelle donc interaction homme-machine sur le web. Donc, d'où vient le web? Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est si vieux que ça ou est-ce que c'est plutôt une découverte récente? Séquence 6, nous parlerons d'architecture matérielle et notamment la fameuse architecture de von Neumann qui n'est pas facile à enseigner, mais vous découvrirez, nous avons proposé quelque chose d'à la fois, je pense, très accessible et assez léger pour une partie du programme qui peut devenir rapidement extrêmement lourde et délicate à enseigner. Le réseau Internet, bien sûr, avec la naissance donc des premiers réseaux, années 1960 aux États-Unis. Les langages de programmation avec le premier compilateur, l'apparition du langage basique, de l'instruction GoTo, hein, le fameux GoTo qui nous permet d'aller dans une certaine ligne du programme et qui n'existe plus dans les programmes, dans les langages de programmation modernes. Et là, on attaque les deux dernières donc, pages d'histoire. Eh bien, nous marcherons sur les traces donc, du mathématicien Al-Khwarizmi et d'Euclide, puisqu'il y a un algorithme que nous avons vraiment bien repris dans le cahier, qui est l'algorithme du calcul du PGCD, avec ces fameuses boucles, cette boucle while, cette boucle tant que, qui permet de boucler, de tourner finalement tant qu'un reste n'est pas nul. On était obligé de parler de ça et nous découvrons dans cette activité comment finalement on va passer de l'algorithme au programme. C'est-à-dire que ce qui se cache derrière tout ça, je vous en parle un petit peu, c'est qu'on ne voulait surtout pas que l'élève confonde l'algorithmique et la programmation. Que l'élève fasse bien la différence entre l'écriture d'un algorithme en pseudocode, ce qu'il découvrira dans cette séquence 9, et l'écriture d'un programme en Python. Ça, vraiment, l'accent a été mis sur cette séquence 9 qui a demandé un gros travail d'écriture. Dernière partie, bien sûr, la machine de Turing. On ne pouvait pas ne pas parler de Turing. Et d'ailleurs, on vous propose une petite machine de Turing que vous pourrez dérouler et faire fonctionner avec vos élèves. Quelque chose d'extrêmement simple, puisque de toute façon, cette machine de Turing est une machine qui marche toujours avec une machine conceptuelle, une machine idéalisée qui est certainement capable donc d'exécuter de manière mécanique un programme. Donc ça, ce sont un vrai survol des 10 pages d'histoire des sciences. Alors, les pages d'activité, donc les pages d'activité, tout est dans le cahier. Ici, j'en profite pour vous faire remarquer qu'à droite, vous voyez donc des réponses qui sont en rose fuchsia. C'est parce que ça, c'est le cahier, c'est le spécimen enseignant. Bien sûr, quand vos élèves recevront leur cahier, eh bien, il n'y aura pas ces parties en rose, il y aura des pointillés qu'ils devront compléter par eux-mêmes. Donc, des images, des organigrammes quand il faut, des algorithmes que l'on peut dérouler à la main. Je vous le dis là, et je ne le répéterai pas dans les pages qui vont suivre pour gagner un petit peu de temps. Il y a beaucoup d'endroits où on a insisté sur le fait que l'élève devait dérouler un algorithme à la main pour comprendre la modification des variables au fil des boucles, au fil des tours de boucle. Et c'est pour ça que souvent, il y aura comme ça des petits tableaux que l'élève doit compléter par lui-même. Des pictogrammes, donc par exemple ici vous avez le logo Python, ce qui veut dire qu'on a besoin de la console Python pour pouvoir finir l'activité. Ici je vois que c'est la question 4. Et puis ici le logo www qui signifie qu'il faut avoir un accès à Internet pour faire l'activité. Je le redis, mais je pense que vous l'avez compris, toutes les capacités du programme officiel sont introduites dans les activités. Ça veut dire qu'à la limite, si vous ne faites, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais si vous ne faites que les activités de chaque séquence, eh bien, vous avez abordé avec vos élèves l'intégralité de toutes les capacités attendues du bulletin officiel. Je crois que ça, c'est assez remarquable parce que c'est un petit peu l'ADN du cahier Bordas. C'est la même chose d'ailleurs que sur le cahier SNT. C'est quelque chose que nous avons gardé parce que nous pensons que c'est très bien, que c'est une très bonne chose. Pas question d'aller cacher une compétence, une capacité attendue dans l'exercice 8 de la séquence 4, parce que ça serait dommage que l'élève passe à côté et qu'il ne voit pas, et qu'il ne découvre pas cette capacité attendue du BE. Les pages de cours, alors les pages de cours colorées avec des illustrations, des exemples, beaucoup d'exemples. Toutes les capacités attendues, bien sûr, sont retraitées dans le cours. Et là, vous avez en bas à droite le fameux « ce qu'il faut savoir et savoir faire » en lien direct avec les items du BO. L'élève peut d'ailleurs les cocher
au fur et à mesure que le cours progresse. Donc ça, c'est ni plus ni moins stricto sensu que l'extrait des capacités attendues du BO. Les pages d'exercice, donc nous avons, voilà, en pensant à ces élèves qui ne sont pas forcément des élèves de maths physique NSI, pas forcément avec un profil très scientifique, qui feront peut-être pas spécialité NSI en terminale, eh bien, nous avons donc rangé les exercices par difficulté croissante en les classant avec des étoiles. Ce qui veut dire que les exercices une étoile sont vraiment abordables par tous les élèves, tandis que les exercices 3 étoiles, et là je peux vous le certifier, sont vraiment des exercices qui vont donner du fil à retordre à l'élève. Ce qui veut dire que ces exercices classés 3 étoiles, ils sont difficiles. Mais bon, c'est de la véritable informatique. C'est ce qu'on attend d'un élève qui fait de l'informatique. Un enseignant pourra envoyer un élève de très bon niveau se frotter à ces exercices 3 étoiles qui sont vraiment difficiles. Mais ça, c'est un parti pris. Voilà, il en fallait pour tout le monde. Il fallait des choses faciles et accessibles et il fallait des choses plus difficiles pour les élèves qui veulent aller plus loin. On retrouve bien sûr des pictogrammes et voilà pour les pages exercices. Les évaluations communes avec les QCM. Alors, il y a parfois 5 questions, parfois 8, parfois 9. En fait, ça dépend de la longueur des questions. Et là, vous voyez qu'il y a bien sûr des lettres qui sont entourées. Je vous rappelle que ce sont donc les bonnes réponses et qu'elles sont entourées en rose puisqu'il s'agit là, je vous la présente, de la version enseignant. Alors, ensuite, la dernière page de chaque séquence, oui, eh bien, ce sont les 2 mini-projets, proposition 1, proposition 2. Si vous voulez lancer vos élèves sur des mini-projets, nous vous proposons donc un challenge avec quelque chose de très détaillé, beaucoup d'étapes à suivre. Vous voyez ici, dans cette proposition 1, il y a 9 étapes. Et donc, l'élève va pouvoir aborder les étapes les unes après les autres. Voilà. En toute fin de la séquence, eh bien, c'est le paragraphe « Apprendre à argumenter » qui correspond donc à la préparation au grand oral. Et je vous lis la question. Étant donné la rapidité des ordinateurs actuels, trouvez-vous pertinent de s'intéresser au coût temporel d'un algorithme? Donc là, pour répondre à cette question, l'élève va devoir aller chercher des arguments dans son cours, dans les activités, dans le cours, dans les exercices, peut-être des recherches sur le web, et va devoir donc structurer un petit peu sa réponse de manière à présenter les points importants d'un argumentaire, puisque c'est quand même ce qu'on attend en terminale au niveau du grand oral, c'est que l'élève soit capable d'argumenter, de justifier, d'expliquer pourquoi il a choisi tel ou tel sujet de grand oral. Alors, le mini-projet à la fin, ce sont 10 pages pour préparer le projet, pour s'organiser, pour que l'enseignant puisse également suivre l'avancement du projet, pour préparer son dossier et pour préparer également une éventuelle présentation de ce projet à l'oral. Il y a donc 10 pages qui ont été proposées. Par exemple, je peux vous montrer ici la première, c'est le tout début, c'est proposer un sujet de projet. Très difficile de trouver un sujet et nous avons voilà, essayé de mâcher, de préparer un petit peu le travail. Alors le thème principal, question 1, a-t-il été traité pendant l'année? Ben voilà, simplement ça. Si l'élève fait un projet et que ce projet fait référence à des notions qui n'ont pas été vues pendant l'année, imaginez la difficulté pour l'élève et pour l'enseignant. Le projet nécessite-t-il une interface graphique? Question 3. Et oui, parce que si l'élève, le premier jour du projet, veut faire un jeu avec une interface graphique en 3D, eh bien là déjà, cette question, c'est une des questions de faisabilité. Cette question est déjà là, un petit peu comme un garde-fou pour faire comprendre à l'élève que peut-être son projet est trop ambitieux et qu'avant de faire une interface graphique, eh bien, il va pouvoir se contenter de tout simplement faire un jeu ou quelque chose en mode console et que c'est déjà bien avant d'implémenter une solution graphique. Voilà. Vous voyez, rien que ces 2 questions que je viens de vous dire sont vraiment des problèmes épineux qui font que parfois les élèves se lancent dans des projets qui ne sont pas à leur niveau. Et donc, simplement pour vous dire que nous avons imaginé ces pages de projet pour développer l'autonomie de l'élève et que l'élève soit en mesure,
accompagné par son enseignant, d'être réaliste par rapport à ses capacités et qu'il y ait comme ça une véritable réflexion qui soit menée entre l'élève, le groupe de l'élève, un groupe de 3, un groupe de 4 élèves maximum, et l'enseignant qui, lui, quand même, va devoir encadrer ce projet. Voilà, alors en résumé, je vous ai préparé un petit camembert, là, regardez. Donc, le nouveau cahier de NSI, c'est quoi? C'est 60 pages, alors 192 pages, donc c'est 60 pages d'activité, c'est 30 pages de cours, c'est 40 pages d'exercices classés par niveau avec des étoiles, c'est 10 pages d'histoire des sciences, c'est 10 frises chronologiques, 10 QCM de type évaluation commune, plus d'autres QCM qui sont disponibles sur le site des éditions Bordas. C'est 20 mini-projets, puisqu'il y a 2 mini-projets par séquence. C'est 10 pages de gestion de projets qui doivent représenter un quart de l'année. C'est 5 pages de présentation au grand oral. Et c'est, je l'ai mis en rouge, mais c'est quand même important, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, c'est 20 applications web. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités, le cours et les exercices, comme vous le voyez à droite ici sur le camembert, représentent à elles seules 3/4 du contenu du cahier en termes de nombre de pages, à peu près. Voilà, environ, parce qu'il y a les pages de garde, il y a les présentations, il y a le titre. Donc, c'est à peu près 3/4. Voilà. Les projets et les mini-projets représentent quand même près de 9 à 10% des pages, ce qui n'est pas négligeable. La préparation au grand oral, c'est une petite part, mais qui est tout de même présente et importante. Et les QCM qui sont présents avec, je l'ai déjà dit, l'extension sur les sites web.